sommes très contents d'accueillir aujourd'hui Suzanne Berger. J'ai envie de dire Suzanne Berger, tant elle fait souvent la navette entre Paris et Boston. Professeure MIT, politologue, elle a écrit de nombreux livres que vous connaissez sans doute sur la mondialisation, sur les délocalisations, sur l'industrie. Donc l'industrie, et elle est politologue. Elle va nous parler justement de la façon dont elle voit l'évolution de cette problématique de la mondialisation, puisque depuis de nombreuses années, vous travaillez sur la question. Merci, monsieur. Je suis très honorée de votre invitation et de la possibilité de discuter avec vous l'avenir de la mondialisation. La mondialisation est partout menacée aujourd'hui. Aux États-Unis, on a vu l'élection de Donald Trump suivie d'une vague de renonciation des accords commerciaux et un déferlement des mesures franchement protectionnistes. Nous assistons à la mise en marche des mesures exceptionnelles et cruelles pour bloquer l'entrée des réfugiés et des immigrants. En Europe, on voit les victoires électorales des antiglobalistes en Italie, la montée de l'AfD en Allemagne. Ici en France, la somme des voix de Le Pen plus les voix de Mélenchon indique un assez grand public anti-mobilisation. Il y a eu une transformation extraordinaire de terrain politique par rapport au passé récent. Le mouvement anti-mondialiste, il y a 20 ans, au temps de la réunion de l'Organisation mondiale de commerce à Seattle, réunissait des groupes marginaux, certains syndicalistes, certains écologistes inquiets du sort des tortues et des dauphins mis au péril par la pêche au thon. Aujourd'hui, l'antimondialisation est un phénomène de masse. Même les économistes néolibéraux qui autrefois vantaient les gains de productivité réalisables, selon eux, par l'ouverture des frontières au libre passage des biens, services et capitaux, ces mêmes économistes néolibéraux aujourd'hui disent « oui, c'est vrai, il y a des gains, mais ils ne sont pas aussi grands que ça ». Et ces mêmes économistes nous annoncent qu'ils avaient toujours indiqué qu'il y aurait des perdants. Et si donc il y a aujourd'hui un grand contre-coup contre la mondialisation, avec des conséquences politiques catastrophiques, ce n'est pas leur faute à eux, ces économistes libéraux. Selon eux, c'est la faute des hommes politiques qui n'ont pas su ou n'ont pas voulu compenser les perdants. Or, je crois que la mondialisation est réversible. Et pour commencer, peut-être ma définition de la mondialisation. Moi, je le définis comme toutes les mutations dans l'économie internationale qui tendent vers un marché mondial unique pour les biens, les services, les capitaux et le travail. Si le prix du capital était le même partout dans le monde, si le salaire pour un même travail était le même, si le prix d'un produit ou un service était le même partout, on serait face à un marché international unique. Or, même pour les capitaux, le plus mobile des facteurs de production, on sait qu'il n'y a pas encore aujourd'hui un seul marché mondial. Il y a plutôt des marchés nationaux, régionaux distincts. Il reste des divergences de prix à travers le monde qui sont très grands pour le prix du travail, les salaires, et encore pour les prix des services et des produits. La mondialisation, donc, n'est pas un état du monde déjà réalisé. Concrètement, la mondialisation, ce sont toutes ces fortes pressions compétitives qui ont tendance à obliger des acteurs, les entreprises, les banques, les gouvernements, à agir comme s'il y avait un état
un tel état du monde. Toutes ces pressions de concurrence internationale qui poussent vers une convergence de prix. Or, envisager avec ma définition de la mondialisation ou avec n'importe quelle autre définition, on constate aujourd'hui un fort rejet dans certains groupes dans la population et un grand questionnement même chez les défenseurs d'autrefois. Donc, quel avenir pour la mondialisation? Si on comprend la mondialisation comme résultat des technologies nouvelles de communication et de transport qui permet la fragmentation des économies en chaîne de valeur, si on comprend la mondialisation comme résultat des technologies, la question de réversibilité ne se poserait pas. Cela serait inimaginable. Le phénomène semblerait s'inscrire dans l'ordre inévitable. Mais la question de réversibilité me paraît tout à fait pertinente, et cela pour deux raisons. D'abord, à partir des leçons de l'histoire de la première mondialisation, et deuxièmement, à cause des transformations en train de se dérouler dans les technologies de production, des transformations qui, déjà aujourd'hui, permettent une certaine relocalisation de la production. D'abord, pour les leçons de l'histoire, nous aurions dû apprendre de la mondialisation dans la période 1870-1914 que la réversibilité est bien possible. Les grandes avancées de technologie qui ont rendu possible cette phase de mondialisation ont été le télégraphe, le téléphone, les bateaux à vapeur, le chemin de fer, le câble transatlantique. Avant le télégraphe, les Rothschilds ont lancé des pigeons voyageurs pour apprendre avant tous les autres investisseurs le résultat de la bataille de Waterloo. Ils ont immédiatement acheté des obligations de l'État anglais, des consols, et ont tiré grand profit. Après le télégraphe, les résultats de tels grands événements étaient immédiatement accessibles à tout le monde. Le prix d'une obligation sur la place de Londres, qui arrivait à New York avec 3 semaines de retard en 1850, arrivait pour ainsi dire immédiatement après la mise en œuvre du câble transatlantique en 1860. Or, l'entrée en guerre en 1914 n'a pas produit un retour aux bateaux à voile ou aux pigeons voyageurs. Les technologies les plus avancées n'ont pas disparu. Ils n'ont jamais disparu. Mais au début du mois d'août 1914, les barrières sur les frontières des États se sont relevées et elles n'ont pas descendu pendant 70 ans. En fait, les marchés des capitaux étaient encore plus intégrés dans les années 1880 que dans les années 1980. Pour un Européen de 1900, l'idée d'une fermeture des frontières était tout aussi incroyable que, disons, l'idée de la fin de la mondialisation ne serait pour un Américain moyen aujourd'hui. Or, John Maynard Keynes avait déjà commenté ce phénomène en écrivant en 1919 « Les Anglais avaient regardé l'internationalisation de l'économie comme normale, certaine et permanente, exception faite des avancées éventuelles dans le sens d'amélioration. N'importe quelle déviation de cet état de choses leur paraissait aberrante, scandaleuse et évitable. » C'est ce que Keynes avait écrit. Moi, personnellement, je crois que jusqu'à tout récemment, nous partagions avec l'anglais de 1900 ces mêmes illusions sur l'état éternel de l'ordre international
économique. Mais aujourd'hui, nous commençons, je crois, à comprendre en 2018, comme en 1918, que les fondations de la mondialisation sont essentiellement politiques. En temps normal, on les voit peu. En moment de crise, elle redevient visible et opérative. C'est une leçon à laquelle je reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, ma conclusion est simplement une conviction fondée sur l'histoire historique d'une fin possible pour la mondialisation. Et cette conviction a été exacerbée 1000 fois par ce qu'on voit aujourd'hui dans le pays de Donald Trump. Il y a bien sûr des différences entre la mondialisation d'il y a 100 ans et celle d'aujourd'hui. Mais mis à part les leçons de l'histoire, il y a une deuxième grande raison à s'interroger sur l'avenir de la mondialisation. C'est le fait qu'on voit déjà aujourd'hui, même dans la période tout récente de croissance, des tendances de régression dans les volumes de produits et de services échangés et une régression dans le volume des investissements directs à l'étranger et des crédits bancaires qui traversent les frontières. La progression rapide de l'automation et de l'intelligence artificielle commence à rendre la localisation et la relocalisation de la production plus rentable. C'est l'objet de mes recherches actuelles avec des collègues à MIT. Dès que les robots peuvent remplacer le travail humain dans les tâches les plus simples et répétitives, on aura moins raison à externaliser ces activités en Chine. Les entreprises sont d'ailleurs devenues beaucoup plus réalistes dans leurs évaluations du vrai coût de production en Chine. Et les entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus méfiantes devant les demandes des Chinois pour un transfert de technologie comme condition de l'investissement direct en Chine. Donc, pour diverses raisons, économiques et technologiques, aussi bien que politiques, les moteurs de la mondialisation opère au ralenti par rapport à un passé très récent. Est-ce que nous devrions en soucier? Pour exprimer le sentiment de beaucoup de monde, je vais reprendre le message imprimé sur le veste Zara qu'a porté Madame Trump dans sa visite aux enfants incarcérés sur la frontière USA-Mexique. Imprimé sur le dos de veste de Madame Trump, c'était la phrase « I don't care, do you ?» Or, l'idée d'une certaine refermeture des frontières gagne des défenseurs à droite et à gauche. Après tout, la mondialisation de la finance, c'est à l'origine de la crise financière de 2007-2010. L'ouverture des frontières au flux des produits et de services est à l'origine de pertes de millions d'emplois dans la production. L'ouverture des frontières à l'arrivée massive des immigrés et des réfugiés avait produit la crise politique actuelle en Allemagne, Brexit en Angleterre. Je simplifie, mais pour poser une question, selon moi, essentielle. Le rétrécissement des ouvertures des frontières nationales, est-ce que cela doit nous inquiéter? Ou est-ce que cela ne nous gêne que dans les mains de Donald Trump ou un autre de son genre? Personnellement, je crois que même dans les mains d'Elizabeth Warren, que j'admire beaucoup, ou Bernie Sanders, ou Jeremy Corbyn, un rétrécissement des ouvertures des frontières serait une grande erreur politique.
et cela pour 3 raisons. D'abord, une très grande ouverture des frontières me paraît la condition essentielle d'un ordre international plus juste et plus pacifique. Si on regarde l'histoire du développement des pays et des populations extrêmement pauvres, comme la Corée du Sud des années 50 et 60, la Chine, le Mexique, sans une politique d'industrialisation orientée sur l'exportation, sans la possibilité d'avoir accès aux consommateurs des pays riches à travers les frontières, ces pays-là n'auraient jamais pu soutirer des centaines de millions de personnes de la pauvreté extrême. Ces politiques d'industrialisation ne marchaient qu'avec des frontières ouvertes des économies riches. J'admets que c'est une réussite mitigée, car ça a donné lieu à des très grandes inégalités dans les pays qui ont réussi ces sauts vers prospérité. Et cela n'a pas marché partout, voire l'Amérique latine et l'Afrique. Donc, réussite mitigée, mais réussite tout de même. Les seuls cas qu'on connaît jusqu'ici des grands sauts dans le niveau de vie des grands nombres de la population sont des cas où une politique d'industrialisation orientée vers exportation aux pays riches à travers des frontières plus ou moins ouvertes a marché. Et si on ferme des frontières des pays aux économies avancées, que propose-t-on pour les pays pauvres? Deuxième raison à s'inquiéter de l'avenir de la mondialisation, ce sont les dégâts qu'on va s'infliger sur nous-mêmes, Américains, Européens, si on ferme les frontières et si on engage les guerres commerciales. Un partisan de America First devrait reconnaître qu'un quart des entreprises technologiques fondées entre 2006 et 2012 aux États-Unis avaient un fondateur entrepreneur immigré. 28% des nouvelles entrepreneurs en 2014 aux États-Unis étaient immigrés. Un partisan des tarifs nouvelles édictés par Trump sur les importations d'acier et d'aluminium devrait reconnaître que dans les industries qui produisent l'acier et l'aluminium aux États-Unis, il y a environ que 300 000 ouvriers. Dans les industries qui utilisent et doivent acheter de l'acier et d'aluminium, il y a des millions d'emplois. 1 million dans le secteur d'automobile, 1,5 million dans le secteur de fabrication des métaux, et ainsi de suite. On a calculé que pour un poste de travail créé dans l'acier, il y aura 16 de perdus dans d'autres secteurs. J'étais il y a quelques semaines à Cleveland, Ohio, où nous avons interviewé un chef d'entreprise qui fabrique en métaux des éléments utilisés dans la construction. Il nous a dit que ses coûts de matériaux avaient déjà augmenté de 50%. Et comme il est toujours en compétition avec des entreprises chinoises, il ne peut pas transférer ses coûts à ses clients. Il a dit « Trump wants to drive us out of business. Lunacy. » Trump veut nous tuer, idiotie. D'autres chefs d'entreprise dans l'Ohio nous ont annoncé des stratégies de stockage de matériaux ou la possibilité de transfert de coûts additionnels aux clients. C'est très difficile de trouver des avantages pour America First dans ses choix de politique d'immigration ou politique commerciale. Alors, troisième raison de s'inquiéter pour le sort de la mondialisation, c'est le rapport entre la mondialisation et la démocratie. Le cas pour la mondialisation dépend non seulement sur les gains matériels qu'on a peut-être surestimés, il dépend également sur des gains politiques qu'on a trop souvent négligés dans la discussion. Le nationalisme économique implique une politique
focalisée sur les frontières. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou les États-Unis et l'Union européenne, ou même la menace d'une guerre commerciale a tendance à déborder rapidement dans multiples domaines, à déborder, par exemple, sur la coopération en sécurité, la collaboration scientifique. Nous, à MIT, aujourd'hui, nous avons 1500 étudiants chinois qui participent dans toutes les activités de nos grands laboratoires. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la possibilité de voir l'État à possibilité de refus de visa pour ces étudiants, ce qui pourrait avoir des conséquences considérables pour nos laboratoires, pour des recherches et pour l'avenir des technologies et la connaissance. Or, les gains politiques des frontières relativement ouvertes étaient essentiels pour le soutien que les partis et les syndicats de gauche ont offert à la mondialisation avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, les mouvements de gauche en Angleterre, en France, en Allemagne, ont compris que leurs ennemis conservateurs et nationalistes profitaient des politiques protectionnistes. Ils ont compris que le protectionnisme tend à supprimer la compétition sans offrir de vraies possibilités pour le public de rendre responsables les grandes entreprises. Que faire aujourd'hui? C'est une grande question, mais je veux au moins, en fin de conférence, au moins indiquer quelques directions. D'abord, il faut reconnaître que la mondialisation n'est pas un bloc. On peut imaginer une régulation bien plus serrée des transactions financières sans nécessairement nous obliger à des fermetures des frontières dans d'autres domaines. On n'a pas encore montré quels avantages l'économie réelle avait retirés de l'hypercroissance du système financier dans les années 1980-2007. Quant aux grands dégâts de la crise économique de 2007-2010 et du crise monétaire européenne qui l'ont suivi, ils sont dus essentiellement au dysfonctionnement du système financier et non pas aux transactions dans l'économie réelle, comme l'a très bien analysé Adam Tooze dans un livre récent avec le titre « Crash ». Ces dysfonctions et les dangers du système financier avec des effets de levier, des degrés d'endettement financier excessif continuent. Aux États-Unis aujourd'hui, on voit de forts efforts des lobbies des banques et des banques d'investissement pour un rollback des régulations bancaires qui ont été adoptées après la crise financière. Il faut les résister parce qu'une nouvelle crise activée par les mêmes mécanismes qui nous a amené la dernière crise reste encore très possible aujourd'hui. Deuxième direction possible pour sauver la mondialisation. Il faut ralentir, mais non pas arrêter l'intégration des marchés internationaux. Il faut laisser du temps pour les réadaptations, car elles ne sont ni automatiques ni rapides. Dans la période de la première mondialisation, les tarifs ont ralenti, mais n'ont pas stoppé le progrès de l'intégration. Et je crois que ça a beaucoup aidé à l'acceptation sociétale. De nos jours, au contraire, on a avancé à toute vitesse. Du moment où on a admis la Chine de l'OMC, les quotas ont disparu. Et le résultat, comme l'a analysé l'économiste David Otter dans une étude remarquable sur le choc chinois, c'était la dévastation des emplois dans les industries manufacturières du Middle West et sans création des alternatives. Troisième direction possible
pour sauver la mondialisation. Il faut accompagner les politiques d'ouverture de frontières d'un programme d'avancée économique et sociétale qui profiterait à de larges secteurs de la population et non plus seulement au top 1%. L'idée qu'on pourrait faire accepter la mondialisation avec des compensations individuelles et des possibilités de formation individuelle, cette idée se révélait fausse. On pourrait dire que nous ne l'avons même pas expérimenté, c'est vrai, mais même dans les pays scandinaves, où les compensations et les formations pour les personnes qui avaient perdu leurs emplois ont été largement déployées, même là, dans les pays scandinaves, on voit l'avancée des voix populistes, antiglobalistes, qui signalent, selon moi, l'échec des stratégies et politiques de compensation individuelle. Il faut plutôt imaginer et mettre en place des politiques qui s'adressent à des communautés largement conçues. Comment conclure? Sinon, vous encourager à l'action. Et dans ces temps très difficiles, l'action que nous pouvons entreprendre, enseignants et citoyens. Je viens de lire ce matin la lettre d'adieu aux Américains qu'avait écrit le sénateur républicain John McCain, qui est mort ce week-end. Et il a écrit « Ne désespérez pas à cause de nos difficultés présentes. Rien n'est inévitable. Nous ne cachons pas de l'histoire, nous faisons l'histoire. » Et j'ai trouvé que ces paroles font écho à des paroles de quelqu'un d'un tout autre bord politique. Ce sont les paroles de Jean Jaurès en 1911, à un moment où lui aussi essayait de comprendre comment l'internationalisation de l'économie pouvait servir à des fins d'une société démocratique, équitable et en paix avec ses voisins. Jaurès a dit « Le monde présent est ambigu et mêlé. Il n'y a en lui aucune fatalité, aucune certitude. Dans cette indécision des choses et cet équilibre instable des forces, l'action humaine peut beaucoup. Cela reste, je crois, notre espoir et notre défi à nous tous. Merci.